Bonjour, merci d'être là un samedi matin. Nos deux associations, à l'origine de l'organisation de ce colloque, qui sont La Paix Maintenant et J-Call, comme vous le savez, ont toutes les deux été créées à la suite de deux pétitions qui ont été lancées dans une situation d'urgence. Je vous rappelle un peu l'historique rapidement. La première, La Paix Maintenant, Shalom Arshav en hébreu, a été créée en 1978 par des officiers de réserve de l'armée israélienne qui appelaient à l'époque Menachem Begin, Premier ministre alors d'Israël, et lui demandant de ne pas manquer l'opportunité de faire la paix avec l'Égypte après le voyage du président Sadat à Jérusalem en décembre 1977. Tout le monde se souvient de ces images. Dans les mois qui ont suivi la création donc, de ce mouvement israélien Shalom Arshav, nous avions créé notre association en France, La Paix Maintenant, pour faire connaître ce mouvement, d'une part, et surtout pour le soutenir. Première réunion, nous l'avions organisée, pour ceux qui sont encore là, s'en souviennent peut-être, c'était à la Sorbonne en 1980 avec le professeur Yankelevitch qui nous avait accueillis. La seconde association, J-Call, a été créée en 2010 à la suite d'un appel que nous avions lancé au Parlement européen, appel signé par des citoyens européens juifs, tous soucieux de l'avenir et de la sécurité d'Israël. Dans cet appel, nous écrivions alors « Nous voyons que l'existence d'Israël est à nouveau en danger. Loin de sous-estimer la menace de ses ennemis extérieurs, nous savons que ce danger se trouve aussi dans l'occupation et la poursuite ininterrompue des implantations en Cisjordanie et dans les quartiers arabes de Jérusalem Est, qui sont une erreur politique et une faute morale, et qui alimentent en outre un processus de délégitimation inacceptable d'Israël en tant qu'État. » C'était en 2010. Près de 15 ans après, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation que nous n'aurions pas pu imaginer dans nos pires cauchemars. Israël, dont une des raisons d'être est d'être un refuge pour les Juifs du monde après 2000 ans d'histoire de persécution et de migration, a connu le premier pogrom depuis la Shoah. Près de 1200 personnes, la majorité des civils, ont été massacrées sans que l'armée n'ait pu les secourir. Depuis cette attaque sur son territoire, Israël se trouve encore engagé dans une guerre sur 6 fronts, donc pour la première fois directement avec l'Iran. 14 mois, aujourd'hui même, nous sommes le 7 décembre, nous sommes exactement 14 mois après cette date du 7 octobre, Israël est toujours plongé dans le traumatisme de cette journée, que sa population revit constamment à travers les nombreux récits à la fois de bravoure et de solitude, relatant les drames qui se sont déroulés ce samedi funeste, qui aurait dû être un jour de fête religieuse, le jour de la fête de Simchat Torah. Comme il y a 50 ans, lors de la guerre de Kippour, cet événement a prouvé qu'aucune muraille, quelle que soit sa hauteur et sa technologie, ne peut être suffisante pour protéger une population et pallier surtout une stratégie de défense défaillante. Cet événement du 7 octobre est venu de plus renforcer ce sentiment d'insécurité déjà profondément ancré chez les Juifs du fait de leur histoire et qui leur fait toujours craindre pour l'existence de leur État, quel que soit le nombre de mégatonnes de ces bombes nucléaires, de ces avions F-16 ou de ces chars Merkava. Mais à cette menace à laquelle, après les défaillances des premiers jours, Israël a su faire face militairement, surtout grâce à la mobilisation et à la résilience de sa population, se rajoute depuis ces dernières années une autre menace beaucoup plus dangereuse, celle d'une fracture interne de sa société, conséquence d'une politique délibérée de ses dirigeants qui veulent depuis plusieurs années remettre en question les fondements démocratiques sur lesquels l'État juif a été créé il y a 76 ans. Face aux choix politiques de ce gouvernement, et la société civile s'est mobilisée depuis plus de 2 ans,
et a constitué le plus grand mouvement de contestation que le pays connut depuis sa création. À cette double menace se rajoute une troisième, dont on aurait pu penser qu'elle faisait partie des vestiges de l'histoire. Celle d'une résurgence d'un antisémitisme sans précédent depuis la Shoah, sous le couvert parfois d'un antisionisme radical, avec la certitude pour ceux qui le prônent d'être dans le bon côté de l'histoire. Cet antisémitisme n'a pas surgi au sein de populations nostalgiques du Troisième Reich, mais au sein de populations engagées dans les idéaux nés de la Révolution française et auxquels les Juifs ont partout adhéré dans le monde, convaincus d'y trouver les conditions de leur propre émancipation. Le slogan scandé sur les campus universitaires en Occident, dans les manifestations de soutien légitime au peuple palestinien, « Free Palestine from the river to the sea », de la rivière à la mer, au-delà du fait qu'il témoigne d'une méconnaissance de l'histoire et parfois même de la géographie du Moyen-Orient, par ceux qui le disent, renforce pour les Juifs l'idée qu'ils n'ont pas droit à un État, quelles que soient ses frontières. Ce qui était inimaginable il y a encore une décennie, c'est que cet antisémitisme ait surgi dans les pays démocratiques qui ont soutenu Israël dès sa création. Certes, les sondages montrent toujours que ce soutien reste encore majeur au sein de ces pays. Mais le fait même, comme le montre une récente enquête de l'Ipsos, que 46% des Français adhèrent aujourd'hui à plus de 6 préjugés antisémites et que, plus inquiétant encore, 17% des jeunes Français de moins de 35 ans jugent que le départ des Juifs de France serait une bonne chose, a toutes les raisons de nous inquiéter. C'est la raison qui nous a poussés à organiser ce colloque. Beaucoup de questions se posent sur l'avenir d'Israël et sur celle des Juifs dans le monde. Et nous avons voulu prendre le temps d'analyser les événements qui se sont succédés depuis le 7 octobre. Analyser d'abord l'origine et l'ampleur des menaces externes existantes aujourd'hui sur Israël, en faisant appel à Gilles Kepel, que je remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe et de l'islamisme radical, qui va, je pense, nous éclairer sur les évolutions internes de ce monde et sur les événements en cours en ce moment, notamment en Syrie. Puis, nous analyserons les menaces internes au sein de la société israélienne qui menacent son existence, avec le concours de Denis Charbit, fin connaisseur de la société israélienne, de ses fractures et de ses paradoxes, et de Raphaël Zaguri-Orly, philosophe israélien engagé dans une réflexion sur l'avenir du sionisme et de la démocratie. Nous avons fait appel aussi, par vidéo uniquement évidemment, à Hagit Ofran, qui depuis 20 ans au sein de Shalom Arshav en Israël est responsable de l'Observatoire de la colonisation, qui nous parlera des colons et de la situation dans les territoires occupés. Enfin, nous analyserons les conséquences du conflit en diaspora et nous essaierons de comprendre ce que cette résurgence de l'antisémitisme dit sur l'état de nos sociétés occidentales, avec le concours d'Eva Illouz, intellectuelle franco-israélienne, dont l'analyse très subtile qu'elle vient de publier dans un petit texte intitulé « Le 8 octobre », ce petit texte permet de comprendre cette dérive qu'elle appelle une haine vertueuse, et aussi avec le concours de Laurent Geoffrin, journaliste qui connaît bien l'histoire contemporaine de la gauche française, dont il est aussi un acteur, et qui pourra nous éclairer sur les évolutions actuelles de cette gauche française. Enfin, pour élargir un peu la focale, nous avons profité de la présence à Paris de mon ami Sébastien Lévy, franco-israélien-américain, membre de J-Street aux États-Unis, le grand mouvement frère auquel nous sommes rattachés, qui va nous éclairer sur la situation des Juifs américains au lendemain de la victoire de Donald Trump, alors que pour la première fois depuis plusieurs années, les Juifs américains sont aussi confrontés à une vague d'antisémitisme. Pour terminer ce tour d'horizon, nous avons voulu donner la parole à des acteurs engagés qui font face à ces menaces et qui se battent pour construire des alternatives. En Israël d'abord avec Orly Bar-Lev. Alors les trois Israéliens, ce sera par vidéo. Nous écouterons successivement Orly Bar-Lev, qui est une actrice de la société civile
israélienne engagée dans le mouvement de la contestation, et Ayman Oudeh, le dirigeant arabe palestinien de la liste unifiée, un parti représentant les Arabes palestiniens d'Israël, et enfin Yair Golan, le nouveau président des démocrates, le parti de la gauche sioniste qui s'est constitué en faisant la fusion du Parti travailliste et de Meretz. J'ai oublié de citer précédemment dans la table ronde du matin la présence aussi de Jonas Pardo, qui est un jeune juif français qui est très engagé dans le débat pour expliquer l'antisémitisme, surtout dans le monde de l'extrême gauche, et qui va nous faire part de son expérience. Nous écouterons enfin, pour terminer, les témoignages de jeunes juifs français qui sont engagés et qui contre cette à la fois résurgence de l'antisémitisme et qui sont engagés dans un soutien à la démocratie israélienne. Nous avons voulu surtout leur donner la parole parce que c'est important d'écouter la façon dont ils vivent ces événements et dont ils réagissent. Enfin, pour terminer, il voulais simplement dire que nous avons intitulé ce colloque « Israël sortir de l'impasse » parce que c'est le sentiment que beaucoup ressentent aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus engagés dans une impasse. En Israël, pas à cause des choix politiques de ses dirigeants qui n'offrent aucune perspective à sa jeunesse autre que celle de poursuivre des rêves messianiques et de continuer à être en guerre avec ses voisins, au point de décourager cette jeunesse de plus en plus d'y construire sa vie. Rappelons que l'an dernier, en 2023, 53 000 Israéliens ont quitté le pays. En diaspora, où beaucoup de jeunes juifs sont de plus en plus inquiets quant à leur avenir, se sentant menacés s'ils manifestent leur identité, leur soutien, même critique, à ce pays auquel beaucoup d'entre eux sont indéfectiblement attachés. Vous savez, quand on se trouve engagé en voiture dans une impasse, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire marche arrière. Mais l'histoire, elle, ne fait pas marche arrière. Elle s'écrit au quotidien, par les actes et les décisions prises par ceux qui nous gouvernent. Il faut donc continuer à avancer, retrouver le bon chemin, parce que rien n'est écrit d'avance, et cet autre chemin, c'est celui que nous allons emprunter aujourd'hui avec vous, tous ensemble. Merci.